Avant la naissance de l'alphabet, il y a évidemment la naissance de l'écriture. Et dans la naissance de l'écriture, il y a un élément qui est fondamental, qui est assez simple, c'est qu'on va dessiner finalement ce qu'on voit. C'est ce qu'on appelle le pictogramme. Par exemple, pour dessiner une maison, on va simplement dessiner le plan d'une maison dans l'Antiquité. Alors ce n'est pas les dessins d'enfants aujourd'hui, on dessine plutôt la façade. Là on dessine le plan. Et le plan d'une maison dans l'Antiquité, c'est ni plus ni moins qu'une cour centrale avec des entrepôts et des logements tout autour, puis une entrée. Donc ça, c'est le pictogramme, c'est la manière dont on dessine la maison. Et puis, assez rapidement, on va évoluer du pictogramme vers l'idéogramme, c'est-à-dire que non seulement ça désigne le bâtiment qu'on appelle la maison, mais l'idée de la maison, c'est-à-dire les gens qui vivent à l'intérieur, le mode de vie de la maison, etc. Donc ça, c'est le passage du pictogramme à l'idéogramme. Et puis, il y a ensuite une troisième étape qui est le passage de l'idéogramme véritablement à la naissance de l'alphabet grâce à un phénomène linguistique qu'on appelle l'acrophonie. C'est l'idée qu'on va retenir le début de la prononciation du mot maison qui, dans les langues sémitiques, se dit beit. Et en même temps, parallèlement, on observe une simplification du signe qui va aller jusqu'à finalement reprendre le plan, mais le styliser encore plus pour donner cette lettre qui correspond ni plus ni moins à la lettre B, le beit en hébreu, donc ça a gardé le nom de la maison. Et on va retenir la première syllabe, le premier son, c'est-à-dire le B de beit qui va donner la lettre B que nous connaissons. Donc ça, c'est l'évolution du signe, du pictogramme à l'idéogramme jusqu'à l'alphabet. On se rend compte aujourd'hui, quand on réfléchit un peu, on utilise toujours des pictogrammes. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on utilise des alphabets et des pictogrammes. Alors l'exemple très simple, c'est lorsque ma nièce elle veut me parler, elle m'envoie des pictogrammes. Alors les pictogrammes, ils ont un nom aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les émoticônes, les emojis. Et donc pour me dire comment ça va, au lieu de m'écrire comment ça va, eh bien elle m'envoie un emoji qui me fait comprendre comment ça va. On peut avoir une communication, je dirais, quotidienne, un peu primaire, un peu primitive, mais qui est finalement la communication habituelle, usuelle, avec ce type d'écriture, ce type de pictogramme. On se rend compte que finalement le pictogramme ne permet pas de rendre des nuances, ne permet pas de rendre des idées. Un exemple qui est très connu, qui est l'exemple des hiéroglyphes. Évidemment, c'est l'exemple que tout le monde connaît avec Champollion qui déchiffre les hiéroglyphes à partir de la pierre de Rosette, qui était en différentes langues, notamment en grec, qu'on connaissait déjà, donc il compare. Et Champollion, quand il fait cette opération, il se rend compte que finalement, l'écriture hiéroglyphique, les hiéroglyphes, c'est un système qui est mixte. C'est-à-dire c'est un système à la fois qui va mettre en jeu des idéogrammes, c'est-à-dire on a un signe qui va donner une idée, et puis en même temps, dans d'autres parties des hiéroglyphes, on aura cette fois-ci véritablement un phonogramme où on aura un signe qui désigne un son. L'alphabet, c'est ça, Quand on dessine la lettre A, c'est le son A. Je le prononce en même temps. Et donc là, on voit bien qu'on passe dans un autre système qui est encore beaucoup plus abstrait et qui suppose des combinaisons de lettres, donc des combinaisons de phonogrammes pour être d'abord prononcé, puis ensuite avoir un sens. On voit bien que c'est une lente évolution de l'écriture, qui n'est pas une évolution uniforme, c'est-à-dire partout, au même moment, au même endroit, à la même époque. Le signe même se simplifie avec le temps, à tel point de donner l'écriture du phonogramme, qui est finalement ce son qui correspond à l'alphabet. Puis l'autre question qui est derrière, c'est finalement dans quel contexte culturel ça apparaît, et surtout
Pourquoi ça apparaît? L'hypothèse qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est l'hypothèse égyptienne, ou plus précisément l'hypothèse de la péninsule du Sinaï. On découvre au début du XXe siècle, dans une région peu accessible où il y a des mines de turquoise, eh bien, des inscriptions. Et des inscriptions avec des signes un petit peu curieux, qui semblent à mi-chemin entre l'alphabet et finalement les hiéroglyphes. En 1916, l'égyptologue anglais Gardiner déchiffre ce qu'il y a écrit sur une inscription. Et il y a écrit « Abalaat, déesse de la turquoise ». Alors ça tombe bien, on est dans des mines de turquoise. On n'a pas encore tout à fait déchiffré ces premières inscriptions, qu'on appelle les inscriptions proto-sinaïtiques, puisqu'on est dans le Sinaï, et qui ont été considérées pendant très longtemps comme les premières inscriptions alphabétiques. Ah ouais? Ouais, mais c'est un morceau de... Il se trouve évidemment que depuis un siècle, depuis tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle, on a fait d'autres découvertes archéologiques où il y avait aussi des inscriptions. Et sur certaines inscriptions, eh bien, on s'est posé la question de savoir comment on les rattachait, on les datait par rapport à celles-ci. Il y a une première inscription, une série d'inscriptions qui a remis en cause un petit peu cette idée de l'origine dans la péninsule du Sinaï. Je dirais qu'il l'a élargi vers l'Égypte, vers le delta du Nil et puis plus largement le Nil. C'est les découvertes qui ont été faites par Darnell de l'université de Yale, notamment sur le site de Wadi El Hol, où là il découvre d'autres inscriptions qui ont la même écriture finalement que ces premières inscriptions proto-sinaïtiques. Alors on les appelle aussi écritures proto-sinaïtiques, même si elles ne sont plus dans le Sinaï. Et là, effectivement, ça nous permet d'avoir un corpus plus large et peut-être d'affiner justement ce déchiffrement et de mieux comprendre quelle est l'origine de l'alphabet. Back when I was a graduate student, working with the Epigraphic Survey of the Oriental Institute at the University of Chicago, my team and I began to study and explore the caravan roads of the Egyptian Western Desert. One of the places we very early wanted to visit, as soon as we realized the importance of the material that we were finding on those routes, was a site called the Wadi al-Hol. The Wadi al-Hol is near the middle of the Kenna Bend of the Nile in the tongue of the Western Desert that fills this great bend of the Nile. When we visited the site initially, one of the first inscriptions we copied was one of the two early alphabetic inscriptions. And it did not take us very long to realize that we were looking at something related to the Sinai material. We were looking at a Proto-Sinaitic inscription. The horizontal inscription begins with the R and the B, a group Reb, that probably means chief. We have Le, Ne, Men, and the He sign. These are short inscriptions. It would be a bit presumptuous to think we know how to read them fully. Most of the inscriptional material, both in the Western Desert and in the Eastern Desert, clusters around areas of major activity and along roads. So that by mapping an ancient route, by following the grooves left in the ground by the feet of the humans and the hooves of the donkeys that travel the road, you literally are led by the ancient tracks from one site to another. So we've had tremendous success discovering both archaeological and epigraphic sites by mapping the road networks and following them. Un lot de tablettes qui proviennent de collections privées a été publié il y a quelques années par Stéphanie Dallet. Ce sont des tablettes qui sont apparentées à une région qui est au sud de Babylone,
c'est à peu près la région au sud de Bagdad jusque dans le golfe arabo-persique. C'est ce qu'on appelle le pays de la mer. Et dans le pays de la mer, visiblement, on utilisait à la fois le système cunéiforme pour faire des archives commerciales. Et puis, sur la tranche de ces tablettes, sur 4 tablettes, on va trouver des signes qui sont des signes finalement proto-cananéens ou proto-cinéitiques. Et donc c'est très étonnant parce qu'en fait, on n'est plus du tout dans la région de l'Égypte. I remember when an assistant of Geneva University, he said to me, that's very amazing, in the volume of Stephanie Daley, she mentioned some alphabetic text on the edge of some cuneiform tablets. I see that on my computer, I say, wow, that's really alphabetic text because I can see Aleph, Lamed, and so on. When I first saw the alphabetic writing on the sides, I thought really that it was something that I must deal with, but there was so much else to deal with. So it was great that David came along and showed that he was interested and that he thought you could actually get a result out of it. But there is an increasing amount of evidence all the time, which really opens up a little bit more, and then a little bit more, and then a little bit more. Exactly. Several people said, well, they thought it must be a fake because it doesn't fit with what we already know. But the whole point about new evidence is it doesn't necessarily fit, and that's the excitement of it, is understanding why it doesn't fit. Several people in Oxford and so on that I showed these alphabetic inscriptions to said, well, maybe they were added later. Mm-hmm. Well, I didn't find that really made sense. And of course, we know from a later period that you get exactly the same thing in Aramaic on the side of Neo-Assyrian tablets. So this could be the ancestor of that if you're arranging your tablets in a row on a shelf, like the spine of a book, you put the author's name or the title of the book. And this is, I think, more or less why they are there. Les inscriptions du pays de la mer, ce sont probablement les plus anciennes inscriptions alphabétiques que nous avons, et ce sont des inscriptions économiques, commerciales pour être plus précis. Mon hypothèse, c'est de dire que l'origine de l'alphabet, c'est une forme de simplification ou d'abstraction d'un système d'écriture qui serait un système d'écriture commun à des populations de langues et de cultures différentes. On a beaucoup d'indices archéologiques aujourd'hui qui nous montrent qu'il y a des échanges commerciaux dans tout le Proche-Orient, en général entre ces mondes. Et donc, il me semble intéressant de considérer qu'on peut avoir une hypothèse commerciale qui explique la genèse, l'origine de l'alphabet, du système alphabétique, et ensuite sa diffusion. Peut-être qu'on va trouver de nouvelles inscriptions, parce que, évidemment, les fouilles archéologiques continuent, qui vont encore remettre en cause cette théorie. Et puis d'autre part, évidemment, peut-être qu'on va mettre en lumière qu'à un moment donné, à un endroit donné, il y a un personnage qui va jouer un rôle. Bon, j'y crois pas trop, parce que là, on est sur des pratiques qui sont plus culturelles qu'autre chose, c'est-à-dire qui sont sur la longue durée. Donc c'est la théorie qu'aujourd'hui je défends.